Français parlent aux Français. Jacques Sapir, bonjour. Oh. Alors, vous êtes directeur d'études à l'Institut des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier au Seuil La démondialisation. Un nouveau prêt donc est accordé à la Grèce, de nouvelles conditions lui sont posées. Y a-t-il une issue prévisible à la crise grecque ? Si vous voulez, dans le cadre du scénario tel qu'il est écrit par la BCE, la zone euro et le FMI, il n'y a pas d'issue. On sait qu'il faudra investir à fonds perdu dans la Grèce entre 340 et 380 milliards d'euros. Et que la Grèce va connaître une dépression extrêmement profonde dont on ne voit pas le pays sortir avant 2017, 2018, voire 2019. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de solution et ça remet à l'ordre du jour, si vous voulez, une solution plus extrême, mais qui semble aujourd'hui devoir être en fait moins douloureuse, celle d'un défaut sur la dette et d'une dévaluation, c'est-à-dire d'une sortie de l'euro. Mais alors pourquoi la monnaie unique n'a pas entraîné la création d'un espace économique commun viable et contrairement à ce que nous avaient promis certains de vos confrères économistes très distingués au moment de l'adoption du traité de Maastricht. On disait à l'époque, une monnaie unique, obligatoirement, ça va entraîner une convergence des économies européennes. Si vous voulez, ce raisonnement était faux pour trois raisons. Une première raison, qui est simplement théorique, la monnaie ne peut pas forcer des structures économiques réelles à s'ajuster. Et ça, on le sait depuis très longtemps, la monnaie ne peut pas contraindre des économies qui sont divergentes de s'ajuster. Au contraire, elle va aggraver leur divergence. Deuxième raison, c'est l'absence, évidemment, d'une étape politique, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir dans un pays et dans un grand pays, on peut avoir des régions qui ont des logiques économiques extrêmement différentes les unes des autres, mais il y a quelque chose pour harmoniser tout cela, ça s'appelle un budget. Et on sait par exemple qu'aux États-Unis, les dépenses fédérales représentent les 2/3 des dépenses des États locaux. On est très loin de cela et on voit bien que dans tous les pays de l'Union européenne, dans tous les pays de la zone euro, il y a une espèce de blocage sur la contribution au budget commun qui ne peut pas dépasser aujourd'hui 1,3% du PIB. Et puis, il y a quand même une troisième raison. Attendez, ce que vous dites là, ça veut dire qu'il y a un problème donc de manque d'Europe, pas d'Europe. Il y a un manque d'Europe. C'est pas un manque d'Europe, c'est, si vous voulez, le fait que les gouvernements et les électorats ne sont pas prêts à transférer vers une instance supranationale le pouvoir fiscal. Il faut en tenir compte, si vous voulez. On ne peut pas prétendre que quelque chose est possible alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut avoir que l'Europe du possible. Et c'est un des grands reproches qu'on peut faire à la question de l'euro, c'est qu'on a rêvé une Europe sans regarder les réalités et que cette Europe-là, elle n'est tout simplement pas possible. Et quelle était la troisième raison que je vous ai Alors la troisième raison, c'est essentiellement la politique de l'Allemagne qui, depuis la création de l'euro, a recentré son commerce extérieur essentiellement sur les pays de la zone euro, où elle fait aujourd'hui 60% de son excédent commercial. Elle va encore en faire 20% sur les pays de l'Europe non zone euro, c'est-à-dire les 14 autres pays, et elle ne fait que 20% sur le reste du monde. Si vous voulez, c'est ce recentrage brutal du commerce extérieur allemand qui a très largement contribué à déstabiliser la zone euro et à déstabiliser l'Europe. Et on voit d'ailleurs que le cas de la Grèce est très intéressant. La Grèce est un des pays les moins intégrés dans la zone euro, les moins intégrés dans l'Europe. Elle ne fait que 35% de son commerce extérieur avec la zone euro. La France elle-même fait moins de 50% de son commerce extérieur. Et donc, il y a une très grande différence entre les pays. Certains pays font une part importante de leur commerce. Par exemple, pour l'Espagne, ça représente 70%, mais pour d'autres pays, c'est largement moins de la moitié. Donc, l'obstacle serait allemand. L'obstacle, c'est les Allemands qui ne veulent pas payer.
L'obstacle est économiquement les Allemands, mais politiquement, c'est l'ensemble des pays. Alors oui, évidemment, économiquement, les Allemands tirent le plus grand bénéfice de la zone euro et ils ne veulent pas contribuer, si vous voulez. Madame Merkel a de très nombreuses fois rappelé, la zone euro ne doit pas devenir une zone de transfert budgétaire. Bon, mais il faut aussi comprendre la position des Allemands. L'Allemagne est un pays qui ne renouvelle pas ses générations et de très loin, son taux de fécondité est de 1,7. On sait qu'il faut un taux de 2,1 pour renouveler ces générations. Ça veut donc dire que c'est par l'argent accumulé aujourd'hui que l'on pourra payer les retraites demain. Ce n'est pas du tout la situation de la France qui, elle, renouvelle ses générations. Donc je pense qu'il faut comprendre la position des Allemands, mais il faut aussi en tirer les conséquences et de dire, dans ces conditions-là, une zone monétaire n'est pas possible. Est-ce que ce raisonnement-là ne risque pas, et on le voit bien concrètement devant l'échec de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe dans tous les pays de l'Europe? On dit non pas plus d'Europe ou une autre Europe ou une Europe mieux organisée, mais on assiste à la montée des partis nationaux, nationalistes ou frontistes comme le Front National en France. Si vous voulez, je pense que là, d'abord, il y a une première chose qu'il faut dire. C'est un échec de la zone euro, mais la zone euro ne concerne que 13 des 27 pays de l'Union européenne. Donc il ne faut pas non plus dire qu'il s'agit là d'une crise généralisée de l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de problèmes qui sont posés par l'Europe et qui sont essentiellement des problèmes qui viennent des réglementations européennes. Et là, si vous voulez, il y a d'une certaine manière un vice de forme, c'est que certaines de ces réglementations ont été, je dirais, imposées par certains pays, mais si on veut les changer, il nous faut cette fois-ci l'unanimité des pays. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui est malgré tout extrêmement important. De ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas essentiellement ce problème-là qui est en train, si vous voulez, de faire monter la question du souverainisme dans toute une série de pays. C'est beaucoup plus le non-respect de la démocratie en Europe. Car il faut quand même se souvenir, nous avons voté en 2005, les Néerlandais ont voté en 2005 lors du référendum sur le projet de traité constitutionnel. Et en fait, on n'a pas tenu compte. Si vous voulez, là, on n'a pas respecté le choix des électeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer, et de payer très lourdement, ce non-respect du choix des électeurs. Merci Jacques Sapir. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de publier au Seuil, La démondialisation. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.